Mesdames, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sur Panafricaniste TV, chez la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et une autre grande interrogation, crise ukrainienne, sanctions occidentales contre des pays tiers, où est la légalité? En tout cas, c'est notre grande interrogation, crise ukrainienne, sanctions occidentales contre des pays tiers, où est la légalité? Le doyen du GIT affirmait un jour par un abrégé percutant que dans une situation d'hégémonie absolue, le droit tend à n'être que la politique de la force. Dans la pratique, le droit international illustre souvent ce propos et se manifeste comme un mécanisme à géométrie variable. Des prérogatives et des droits pour les privilégiés, des devoirs et des obligations pour les plus faibles. De surcroît, les mécanismes juridiques du droit international ne sont efficaces que dans des situations politiques où se manifeste, oui, entre États, un minimum de consensus sur le degré supportable de la violence. Au travers de l'histoire et dans la période contemporaine, ces observations ont été maintes fois mises en évidence, si bien que l'utilisation de l'embargo, voire du mot blocus, est considérée par certains juristes en tant qu'initiative substitutive à l'état de guerre comme des pratiques quasi acceptables de la violence. On a souvent l'impression qu'on se retrouve dans la fable, le loup et l'agneau. Oui, où on nous déclare que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Loin de l'actualité, l'épopée napoléonienne fournit d'ailleurs un contexte d'exemplarité qui met en évidence les limites de l'utilisation de l'embargo et du mot blocus comme praxis du droit international. Plus près de nous, dans le deuxième ou alors la deuxième moitié du XXe siècle, ces mécanismes du droit international ont aussi prouvé leurs limites. De là à imaginer que le droit international public se réduit souvent à l'expression d'un simple rapport de force, il y a un pas que certains osent parfois franchir. Car comment comprendre qu'en plein 21e siècle, où tous les jours on chante le mot droit de l'homme, les nouveaux droits de l'homme et surtout la démocratie, nous observions encore la dictature des soi-disant pays forts sur les plus faibles. Qui a institué les lois déclarant qu'un pays est fort par rapport à un autre? Et qu'est-ce qui pousse les USA et sans oublier toute l'Europe à penser qu'ils doivent être suivis par tout le monde et que les pays tiers qui ne les suivront pas seront sanctionnés, écartés, mis au banc des accusés? Qui a nommé les États-Unis propriétaires du monde et sur quelle base juridique et légale reposent d'ailleurs ces injonctions et sans oublier ces sanctions? Oui, voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Crise ukrainienne, sanctions occidentales contre des pays tiers, où est la légalité? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani avec nous cet après-midi. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi à vous, mon cher Jocelyn. C'est toujours pour moi un immense plaisir d'être à vos côtés dans le cadre de notre lutte pour un monde nouveau. Oui. Et donc, Panafricaniste TV est un instrument, est un outil majeur pour construire des avancées tangibles et sérieuses dans ce combat. Je salue les techniciens, je salue tous ceux qui de près ou de loin sont attachés à notre média. Très heureux de vous avoir, un président Badakani, encore cet après-midi. Vous vous imaginez, nous sommes un après-midi déjà. C'est pas facile. C'est toujours ça aussi le combat. On se sacrifie justement pour la mère Afrique. Nous nous interrogeons sur les sanctions occidentales contre des pays tiers. Je pose une question simple. Commençons par là. Où est la légalité dans ces sanctions? Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de légalité. D'ailleurs, votre question intervient dans un contexte où la comédie tragique qui se joue à l'ONU autour de la condamnation de ce qu'on appelle là-bas l'annexion de l'Ukraine par la Russie démontre l'acuité de la question. C'est une honte de voir des États aller s'aligner, dénoncer l'annexion de l'Ukraine. Alors qu'on se demande, mais sur quelle base ils dénoncent, ces États dénoncent, alors que tous les jours, la Palestine est annexée par Israël, les Américains ont annexé beaucoup de pays dans le monde, par la violence la plus absolue. Alors nous parlons, le Yémen est pratiquement détruit dans une guerre organisée par les Occidentaux, avec pour
ils ont donné la procuration à l'Arabie Saoudite de faire la guerre à leur nom. Donc on se demande justement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'égalité internationale? De quoi est-ce qu'on parle réellement? Ça devient tellement grave que les pays, ceux qui veulent le monde nouveau doivent s'arrêter et penser sérieusement cette question. Alors, prenons leur propre jeu. Oui. Entrons dans leur propre jeu. La référence à la matière, quand on parle d'égalité internationale, c'est l'histoire qu'on appelle Charte des Nations Unies. En ces articles, elle lit ces articles 1, 2, 3 et 4. Ces articles-là condamnent, avec la dernière énergie, oui, les agissements, n'est-ce pas, d'un pays comme les États-Unis et ses collègues, ses vassaux européens, qui ont créé un nouveau droit international, celui-là basé sur ce qu'on appelle les sanctions. Oui. Les sanctions. C'est-à-dire que vous avez un nouveau droit international qui, mais parce qu'il faut qu'on parle ça, qu'on lise vraiment cette charte-là un peu, que les gens nous comprennent. Moi, je vais chercher cette charte-là, oui, donnez-moi quelques instants, je cherche cette charte des Nations Unies, parce qu'il ne faut pas qu'on parle comme ça. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. C'est-à-dire qu'on va prendre ces références-là, que les gens suivent. Alors, l'article 1 de la Charte des Nations Unies, les buts des Nations Unies sont les suivants. Maintenir la paix et la sécurité internationale. Et à cette fin, 2 points, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix et réaliser par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. Développer, alinéa 2, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde. Alinéa 3, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Oui. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Ça, c'est l'article 1. Alors maintenant, écoutez l'article 2. L'Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, oui, doivent agir conformément aux principes suivants. 1. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Je pense qu'il faut faire un arrêt spécial sur ce qu'on appelle l'égalité souveraine de tous ses membres. Faites une émission sur ça ici, on prendra même une heure pour expliquer ça aux gens. L'organisation est fondée, c'est-à-dire le fondement de l'ONU, c'est le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Article 2. Les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits. Et avantages? Oui. Oui. C'est-à-dire des droits, c'est ça? Oui. Oui. La jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membres doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées au terme de la présente charte. Alinéa 3. Les membres d'organisations règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger. Alinéa 4. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Alinéa 5. Les membres de l'organisation donnent à celle-ci pleine assistance. Bon, on peut laisser ça. Vous voyez donc comment dans ces différents alinéas, les choses sont claires. Vous ne voyez nulle part où il est prescrit, n'est-ce pas, l'utilisation de sanctions par un État contre un autre État. Alors, il y a des gens qui s'amusent, qui vont convoquer ça à leur manière pour justifier qu'on condamne la Russie. Bon. D'abord, c'est faux, ils ne connaissent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. La Russie n'a violé aucun droit international quand il concerne la situation en Ukraine. La Russie n'a violé aucun droit international. Ceux qui font de tels amalgames ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent, mon cher Jocelyn. Faites une émission sur la question. Je viendrai expliquer ici ça aux gens en me basant sur cette fameuse charte.
et d'autres instruments annexes de cette charte que beaucoup ne savent pas. Et d'ailleurs, vous savez que dernièrement, les gens viennent de démontrer que, d'ailleurs, si on se réfère aux articles 106 et 107 de la Charte des Nations Unies, l'opération spéciale militaire en Ukraine est largement justifiée. Largement. Mais ce ne sont pas les seuls articles qu'on peut convoquer en la matière. Oui. Voilà. Ce ne sont même pas les seuls, comment on dit ça, les seules jurisprudences qu'on peut convoquer pour justifier l'opération militaire spéciale qui a cours en Ukraine. Donc on ne peut pas se cacher derrière les principes des Nations Unies pour être lâche, n'est-ce pas, et accompagner les Occidentaux dans les différents crimes qu'ils commettent dans le monde en général et qu'ils sont en train de commettre en Ukraine en particulier. En Ukraine en particulier. Pour revenir donc sur la question des sanctions, vous voyez que les sanctions internationales appliquées par les Occidentaux, par le collectif qu'on appelle l'Occident, n'ont aucune base légale au niveau international. Aucune base. Elles sont contraires à tout point de vue à la Charte des Nations Unies, prise comme un ensemble. Et même si on la prend à partir des articles, ça n'a aucun fondement. C'est-à-dire qu'on est dans la négation du droit international, de la destruction de ce droit, point par point, qui est vidé de toute sa substance pour devenir, comment on appelle ça, un appendice, n'est-ce pas, de la domination internationale. C'est-à-dire que les sanctions internationales que les États-Unis, que le collectif qu'on appelle l'Occident, imposent à d'autres pays, démontrent une chose, c'est que les autres nations sont des comment on appelle ça, ce qu'on pourrait appeler des démembrements extraterritoriaux des États-Unis. On pourrait appeler ça des départements d'outre-mer, outre-Atlantique. D'autres pays sont les départements outre-Atlantique des États-Unis. Parce qu'il suffit que, c'est quand même très grave ça, les sanctions disent que la volonté des États-Unis est une volonté universelle. C'est-à-dire que quand les États-Unis pensent, décident quelque chose, cette chose-là est un droit divin. A priori. C'est-à-dire, a priori, cette chose-là est divine et sacrée. Cette chose-là, a priori, est bonne pour tous les êtres humains sur la Terre et pour toutes les nations. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes en train de voir comment les sanctions, le régime des sanctions là, c'est-à-dire démontre comment est-ce qu'on se moque des gens, comment on se moque des autres nations. Et que signifie réellement le droit international? C'est-à-dire que tous les efforts que les juristes du monde, les penseurs, se sont assis, tous ceux qui se vantent dans le monde, soit disant qu'ils étudient le droit international, dans ses dimensions privées et publiques, tous ces spécialistes des relations internationales, ils doivent s'arrêter un instant. Qu'est-ce qu'ils étudient? C'est comme dans une colonie où le colon instituait un code pénal. C'est-à-dire le colon, il a colonisé un pays, il a imposé sa règle qui est basée sur la force, sur la négation du droit et de tout ce qui est humain. Mais après, maintenant, il fait un code pénal. Il dit, OK, moi, j'institue un code pénal. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé chez nous. Quand les Occidentaux convoquent la dimension civilisationnelle de la colonisation, quand ils disent que c'était une mission civilisatrice, c'est quoi? Ils vous disent qu'on vous a apporté le code pénal, on vous a apporté un code civil, on vous a apporté les infrastructures que vous n'avez pas. On vous a apporté les droits de l'homme, on vous a apporté l'évangile, on vous a apporté, ils récitent tout ça. Mais quand ils mettent ça en avant, c'est pourquoi? C'est pour que ça serve de paravent, pour qu'on ne voit pas la colonisation, c'est qu'elle est en elle-même. C'est pourquoi vous refusez de faire une inspection sur la colonisation et voir que la colonisation, c'est le mal absolu. Parce que la personne qui te colonise n'accepte jamais qu'on le colonise. Oui. C'est-à-dire, si moi je te colonise et j'estime que la colonisation est civilisateur, mais je devrais d'abord accepter que la colonisation est une bonne chose pour moi-même. Mais tous les États qui ont colonisé, et même les États-Unis qui sont venus inventer après la colonisation globale, ont ceci de particulier, pour ces pays-là, c'est d'avoir lutté au pays, c'est-à-dire que de toute leur force, contre la colonisation. Chaque fois que ces pays ont été en situation de faire face à une aventure coloniale, c'est avec toute leur force qu'ils se sont dressés contre ça. Aucun de ces pays n'a jamais accepté que le colonisateur qui venait coloniser leur territoire était un bienfaiteur, était un civilisateur. Est-ce que les Français vous disent qu'il était un civilisateur? Non. Est-ce que les Américains vous disent que leurs cousins anglais étaient des civilisateurs? Mais pourquoi ont-ils fait la guerre d'indépendance? La guerre d'indépendance n'était pas une guerre de décolonisation. La France contre l'Allemagne n'était pas une guerre de décolonisation.
Mais toute l'histoire de cette nation-là, ça a été de ne jamais accepter d'être soumis à un autre peuple, même quand c'est un peuple cousin, même quand c'est un peuple frère de sang. On n'a jamais accepté la soumission. Mais quand il s'agit de l'Afrique, le colonisateur, je laisse de côté l'esclavagiste. En tout cas, l'esclavagiste et le colonisateur, c'est la même chose. Le nom a seulement changé. Donc, ça dit que il vient chez toi, il te massacre, il te viole, il te détruit, il s'installe. Après, il dit que non, je suis en train d'être civilisé. Et il t'interdit de réfléchir sur la condition coloniale qu'on t'a imposée, sur la condition esclavagiste qu'on t'a imposée. Tu ne dois pas réfléchir dessus. Tu dois seulement accepter le caractère civilisateur de cette condition parce qu'on ne veut pas que tu regardes, que tu essayes de remettre en cause le fait colonial. C'est acceptable ça, mais c'est la même chose qui se passe au niveau international. Comment pouvons-nous être des gens qui avons mené des guerres, des luttes anticolonialistes, des guerres anticolonialistes, des combats indépendantistes? On a lutté contre l'esclavage et tout ce qui est autour, et accepté un pareil ordre international. Est-ce que vous savez que ça remet en cause même le combat anti-esclavagiste et anticolonialiste? Si on a lutté contre l'esclavage et qu'on estime que c'est le crime des crimes, à juste titre d'ailleurs, si nous avons lutté contre la colonisation, nous luttons contre le néocolonialisme, nous luttons contre la globalisation et la mondialisation esclavagiste, tout ce que vous voulez. Comment peut-on accepter un tel cadre international? Comment peut-on essayer de justifier ces principes? Au point d'avoir des gens qui passent le temps à étudier ça et en sont des héros, n'est-ce pas, de ce droit international. Les sanctions internationales, à partir du moment où un État estime qu'il peut, sur la base de ses intérêts étatiques, de ses humeurs étatiques, sanctionner un autre État, il n'y a plus de droit international. Si le droit international a un sens, on est aux Nations Unies et dire ok, on ouvre un contentieux ici, conformément à cette charte, j'ai un problème avec la Russie, j'ai un problème avec tel pays, j'estime qu'il viole mes intérêts. Alors moi, je veux que l'ONU regarde ça. Il reviendra à l'ONU, en ce moment-là, une vraie organisation internationale, d'examiner le contentieux et de se prononcer. Et cette prononciation aurait une valeur de droit international. Est-ce le cas, Jocelyn Goss? Du tout. Est-ce le cas? Alors, un matin, vous vous levez, un sénile se place dans sa sérénité, il décide des sanctions contre vous. Il suffit que vous élisez un dirigeant qui ne plaît pas, n'est-ce pas, à l'Union européenne, à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis, on vous sanctionne. On bloque vos accès à des institutions soi-disant internationales, qui ont des statuts. C'est-à-dire qu'au nom de quoi on peut interdire à un pays africain, par exemple, d'avoir accès à certains guichets internationaux. Je dis bien guichets internationaux, c'est-à-dire qu'ils sont censés être basés sur un droit international qui garantit les droits de tous les membres de l'institution. Je pense quand même qu'on parle du droit, là, dans cette affaire. Non, non, non. Dès qu'ils prennent la décision, terminé. Ces institutions internationales suivent comme un ruisseau qui coule. Ils suivent. Sont-elles internationales parce qu'on les a déclarées telles, parce qu'il y a plusieurs pays qui y siègent? Oui. Ou bien c'est international parce qu'il y a une réflexion internationale sur la mutualisation des intérêts qui est censée être la base de l'érection d'une quelconque institution internationale. Ça n'a jamais été le cas. Il y a un problème, Jocelyn Goss. On ne peut pas rayer des pays comme ça de la carte du monde. On ne peut pas rayer comme ça d'un trait les aspirations des peuples, les pensées des nations, les rêves des pays. Le droit à l'autodétermination des peuples, ce n'est pas un article, ce n'est pas un principe fondamental des Nations Unies. Mais c'est ça la base du régime de tutelle, non? Le régime des mandats, le régime de tutelle, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. Rayé d'un trait par le régime des sanctions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système des Nations Unies est caduque. Il est en retard. Il est vieux. Il n'est plus adéquat. Parce que le système de sanctions internationales traduit une réalité internationale qui est celle-ci, à travers les mécanismes technologiques, à travers des traités entre États et partenaires, pour citer l'OTAN,
On peut citer SWIFT. Ah, on peut citer des paradis fiscaux comme la Suisse et autres. On peut citer les régimes d'extraterritorialité. Vous avez la City de Londres, vous avez Washington, vous avez des paradis fiscaux aux États-Unis, mon cher Jocelyn. C'est-à-dire que vous voyez que comme le droit international, vieux là, sénile, onusien, n'a pas pensé ces situations, n'y a pas réfléchi, refuse de les prendre en compte, n'est-ce pas? Même dans les différents amendements qui ont travaillé le droit international, et même ce qui continue là, des amendements de fait qui disent pas le nom, par exemple, le fait que des ONG deviennent les interlocuteurs des États, et que les rapports des ONG deviennent des sujets de débat aux Nations Unies. Je n'ai pas revenu sur le bon qu'on a imposé à l'ONU sous Kofi Annan, où désormais l'ONU maintenant défend les intérêts des multinationales. C'était ça le pacte mondial entre les Nations Unies et les multinationales sous Kofi Annan, qui va déboucher sur la création de ce qu'on appelle le United People Organization, qui est désormais l'antichambre où les multinationales reprennent à leur compte, se réapproprient le droit à l'autodétermination des peuples qui se traduit par les rébellions, les sécessions, financées par les multinationales, à travers des organisations comme Amnesty International. Ça vous surprend, je vous le dis, allez voir le conseil d'administration, lesquels sont des financiers, tous ces ONG qui polluent le monde, qui sont chapeautés par M. Soros, par exemple, pour ne citer que lui, et les autres. Vous voyez comment on dépaisse le droit international, le vieux droit international là, sous le regard de l'ONU, pendant que l'ONU fait exprès de ne pas voir l'avènement des faits internationaux, comme par exemple, je vous ai dit, ces extraterritorialités. La City de Londres, attention, quel est le droit qui régit la City de Londres? La Cité du Vatican, le District of Columbia. Le Vatican, le District of Columbia, les paradis fiscaux, Luxembourg, la Suisse, les États-Unis. Et le principe de neutralité de la Suisse. Oh, c'est pour tromper les naïfs. Vous avez vu qu'en Ukraine, il n'y a plus de neutralité, n'est-ce pas? Et beaucoup de pays renoncent à leur neutralité. C'était pour tromper les gens. La neutralité voulait dire quoi? C'était le cas, c'était le paravent des grandes familles. De ces grandes familles-là qui dirigent le monde à travers les structures financières, les règlements financiers. Alors, vous avez l'émergence d'États nouveaux d'un autre type. Mais il n'y a aucun droit international qui est cette affaire. Il y a des accords, n'est-ce pas, qu'ils font entre eux, des pactes qu'ils font entre eux et qui ne sont pas soumis aux Nations Unies. Comment vous faites pour gérer une organisation comme BlackRock, c'est BlackRock, n'est-ce pas, oui, qui a un budget supérieur à celui des États-Unis au moins 3 ou 4 fois, et qui, par la puissance d'investissement, contrôle le monde? Quel est le droit qui peut... Comment on fait? Alors, je ne parle pas des États africains, parce que BlackRock, c'est tous les États africains réunis 10 fois, en termes de puissance financière. Alors, ce monsieur, il est au-dessus de la Charte des Nations Unies. Parce qu'à partir du moment où l'État américain lui garantit une extraterritorialité, oui, n'est-ce pas, à BlackRock, ben, que peut faire l'ONU? Alors, moi, je ne reviens pas sur le fait que ces structures-là infiltrent nos États, parce qu'ils fournissent, n'est-ce pas, elles fournissent à nos États les élites dirigeantes. Vous n'avez qu'à voir le pantouflage qu'il y a entre ces structures et les États, dans tous les États européens. Tous les programmes de formation des élites sont sous le contrôle de ces structures-là, et qui, la nuit, à Davos, à Bilderberg, à la trilatérale, décident qui est président dans un pays 10 ans à l'avance, 15 ans à l'avance. Et Attali viendra vous dire, parce qu'il n'a pas à ces réunions, à ces conclaves, que le prochain président de la France est tel, c'est tel, c'est tel. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tel. Donc vous voyez comment le système onusien est complètement caduc. Et du coup, un pays comme les États-Unis peut frapper notre pays de sanctions. On considère que ce n'est pas une guerre. Puisque à partir du moment où les États-Unis ne déclarent pas la guerre physiquement, l'ONU dit que non, ça ne menace pas la paix internationale. Mais quand vous sabotez les oléoducs, les pipelines comme Nord Stream, tout le monde sait que ce sont les Américains. C'est un acte de guerre. Mais est-ce que l'ONU parle de ça? Du tout. C'est un acte de guerre. Personne n'en parle. Les Européens se taisent, font des enquêtes et gardent sur le tiroir pour ne pas énerver leur patron. Leur patron. Mais ce sont les mêmes gens qui braillent en Ukraine.
qui sont en première ligne pour dire que c'est un acte de guerre, on a annexé le marché et consorts. Le monde est annexé pratiquement, le monde est annexé. Le monde est annexé parce que les États-Unis, je vous l'ai dit, à travers leur système de base militaire dans le monde entier, considèrent que tous les pays en dehors des États-Unis sont les départements des États-Unis, d'outre-Atlantique. C'est un fait. Maintenant, le monde est annexé parce que je viens de vous présenter les nouveaux types d'États, d'un genre nouveau, qu'on appelle centres financiers, qu'on appelle fonds souverains, qu'on appelle les banques d'une puissance extraordinaire. Ils vous ont d'ailleurs dit que donnez-nous la monnaie et on s'en fout de celui qui fait les lois. Dans un pays. Dans un pays, vous avez l'ONU qui passe longtemps à réciter des lois internationales, mais les gens vous disent que nous on contrôle la monnaie, le système monétaire international. On s'en fout de l'ONU, qui est notre vassal, notre femme de ménage, notre prostituée. On monte dessus comme on veut pour nos intérêts. Donc, les gens voient ça comme ça, on ne dit rien. Mais pourquoi l'ONU ne peut rien dire contre des pandémies qui est de toutes pièces? Ah, les informations sortent au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui. Vous avez vu ce qui se passe au Parlement européen, non? Nous le disons depuis des années. Au Pfizer, nous-mêmes bien nous dire maintenant que ce n'était pas un vaccin. Parce que toutes les procédures pour arriver à un vaccin n'ont jamais été validées. Pourtant, on nous a imposé justement ce vaccin. Les vérités commencent à sortir. Où est l'ONU? Où est l'ONU? C'est-à-dire que quand des gens s'organisent comme ça, en dehors des structures mondialement contrôlables, ils ont des structures incontrôlables, informelles, qui est basée sur des puissances, sur une puissance de fait, de facto. Ils ont l'argent. Ils fabriquent pour les élites dans la nuit, à Davos, à Bilderberg, dans la trilatérale, partout dans la nuit, dans des sectes, que personne, en dehors d'une sélection extraordinaire, personne n'y a accès. La délibération démocratique s'arrête devant la porte de ces institutions-là. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Les élections, c'est pour les sauvages du XXIe siècle. C'est-à-dire que tu élis quelqu'un, tu crois que tu as voté quelqu'un, mais on l'a choisi depuis. Il ne te rend pas compte. Il ne te rend pas compte. Vous voyez, dites-moi comment on a fait, Jocelyn Gauss, pour qu'un matin, moi et vous, nous soyons tous confinés, et qu'un matin, on soit tous covidés, et ayant l'obligation d'être vaccinés. Ça s'est passé comment? Juste aujourd'hui, personne ne peut t'expliquer ça. Et nous continuons à s'asseoir là pour dire que non, il y a le droit international, on est des citoyens du monde, machin comme ça. Dites là, le Covid là, ça s'est passé comment pour qu'on nous impose ça un matin? Maintenant, quand on se rend compte que tout ça, c'était la mafia. Maintenant, on le voit maintenant, tous les jours. La mafia. Et même le dernier du monde qui n'est pas informé, c'est que c'était la mafia. Mais comment a-t-on fait pour qu'un matin, on se retrouve comme ça un matin? Nous tous, on est sous confinement. Personne ne peut sortir de sa maison. On est bloqué. C'est un événement extraordinaire qui montre que l'ONU, ça ne sert à rien, tout ça. Ça ne protège personne. Ça ne sert à rien. L'ONU, toutes ces institutions internationales ne nous servent plus à rien. Ce sont des institutions qui sont des paravents au crime global, à la pègre internationale, qui ne rencontre à personne, sauf à leur père. Ils l'ont désigné clair, la bête de l'événement. C'est Macron qui l'a dit. C'est leur père. Voilà celui à qui eux ils rendent compte. Et qui, quand on voit ce qui se passe, est de fait le seul droit international de nos jours, c'est le droit de la bête, l'avènement de la bête. C'est-à-dire qu'un gouvernement technologique, un gouvernement basé sur des mécanismes de contrainte qui de facto s'imposent à nous. On ne peut rien y faire. Le téléphone, là, on vous contrôle, on vous digitalise, on vous numérise. C'est-à-dire que vous êtes dans des contraintes technologiques. De fait, vous n'échappez pas. Si vous voulez avoir 5 francs, il faut qu'on vous pousse, n'est-ce pas? Il faut que pour avoir 5 francs, avoir de l'argent, il faut qu'on vous pousse. Alors Poutine s'est levé contre ça. Il est sous sanction. Parce qu'il veut opposer à ça d'autres mécanismes de souveraineté. Il est sous sanction. Ils ont fait des pressions extraordinaires à tous ceux qui vont les nations, n'est-ce pas? Pour qu'on l'isole, pour qu'on ne le suive pas. Et ça, c'est l'ONU. L'ONU qui est silencieuse sur les accords de Minsk, dont elle avait l'obligation de respecter l'application. Elle n'a jamais respecté ça. Silence total. L'ONU qui est silencieuse sur le fait qu'un pays comme la Russie est désormais, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les missiles nucléaires, n'est-ce pas, de l'OTAN, c'est à 500 km de la Russie, aux frontières de la Russie. C'est incroyable, mon cher Jocelyn. Mais l'ONU ne gère pas ça. Mais les gens peuvent s'asseoir le matin pour réfléchir, bavarder, discuter, prendre les gaz, et que non, on est en train de débattre sur l'annexion de l'Ukraine. Mais le régime de sanctions internationales, ça a quelle légalité? Aucune. Or, c'est la négation du droit international. En le faisant, les Américains ont balayé le droit international, je l'ai dit, qui est vieux,
parce que ce droit international ne voit pas que les sanctions internationales, c'est une déclaration de guerre à un État. Quand vous bloquez mon économie... réellement les États-Unis ou bien les États-Unis sont juste un paravent? Bon, en termes d'État, oui, non, votre question est intéressante. En termes d'État, oui, les USA, oui. Parce que même les forces républicaines, parce que les États-Unis sont colonisés par deux partis. Oui. Par un bipartisme artificiel qui trompe les gens. Les républicains s'opposent aux démocrates. C'est une opposition purement institutionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, il n'y a pas aux États-Unis une vision partisane de ce niveau, si on parle des deux partis, oui, qui remet en cause cette visée de l'hégémonie des États-Unis sur le monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je vous le dis. Qui est le souverainisme aux États-Unis? Oui. Mais le souverainisme américain signifie quoi? Est-ce que le fait de dire que, ok, nous sommes contre le mondialisme, mais on reste américain. Oui. Et l'Américain doit être la première puissance mondiale. C'est pas ça? C'est justement ça. Donc, du coup, on ne remet pas en cause de manière fondamentale l'état profond auquel vous faites allusion, sans le dire, cet état profond, qui justement est le véritable parrain de ce patron de ce mondialisme, n'est-ce pas, qui veut nous asphyxier tous. C'est-à-dire que je suis en train de parler de ces puissances, ces hyper-états d'un autre genre qui sont nés sous nos yeux, les puissances financières, les puissances technologiques, les high-tech. Lorsqu'un président des États-Unis lui-même paie son compte social, il est banni sur Facebook, sur Twitter, il est banni. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que l'homme qui a Facebook et Twitter au-dessus du président, c'est lui qui décide désormais si ce que le président dit est valable ou pas. Pourtant, le président, lui, il est élu par les Américains au suffrage universel. Si on prend le cas de Facebook, une ordure comme ce voyou, il est élu par qui? Il ne veut même pas les élections, il ne veut même pas parler de ça, ça ne le dérange pas ça. On ne le connaît pas. Il a l'instrument qu'on appelle Facebook et il est au-dessus des présidents des États-Unis, puisqu'il peut décider, lui, Facebook, qu'il soutient Biden, que Trump c'est un salopard parce que Trump n'est pas de son parti. Vous voyez à quel niveau d'arbitre on se trouve? Les sanctions internationales, vous votez quelqu'un pour appliquer un programme. Il vient, il commence à l'appliquer, ça énerve les États-Unis. Ça énerve l'Union européenne et la France. On dit, oh, monsieur, toi là, on te met sous sanction. Donc, tu n'as plus accès à aucun financement pour appliquer ton projet. Mais il a été voté, non? Par le peuple. Mais on vous dit que le peuple, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas par le peuple. Et pour le peuple, mais il a où est le peuple? Même la démocratie est caduque depuis très longtemps. Je suis désolé pour les Africains qui rêvent dans des bêtises comme ça. C'est caduque. Que vote ton vote par rapport à des hyperpuissances comme les Black Ross? Que vote ton vote par rapport à Davos? Davos est une société, là-bas, il n'y a pas d'élection. C'est dirigé par un ancien nazi qu'on appelle Klaus Schwab. Les gars se regroupent. Ils appellent ça la réunion du capitalisme des acteurs. Les gars vous disent que les vrais acteurs du monde aujourd'hui sont les capitalistes, c'est-à-dire les multinationales. Les puissants et les riches, c'est leur réunion là-bas. Ils disent que maintenant, nous, on va pas se contenter d'être des acteurs économiques. Nous allons écrire les règles du monde désormais. On va les élaborer. Et que le monde n'aura de sens que si le monde considère que les plus talentueux, ceux qui sont le plus habilités à parler de l'avenir du monde, ce sont les capitalistes. C'est ça Davos, Justin Goss. C'est ça Davos. Vous avez le Foreign Relations. Il n'y a pas d'élection là-bas. L'ancêtre de ça, c'est Chatham House, au temps de la puissance britannique. Chatham House, qui a inventé le Foreign Relations. Il n'y a pas de... les gars se retrouvent entre eux et ils décident de l'avenir des États. Donc vous voyez comment le droit international est une curiosité. Il faut mettre ça dans un musée. Et les gens viennent donc visiter. On dit qu'un jour, il y a eu un droit international complètement dépassé. Donc les États-Unis exercent donc un soft power qui est plus qu'une arme de destruction massive, qui est même plus que le nucléaire, mais c'est le contrôle de personnes. Pourquoi? Parce que les institutions qui sont censées garantir, entre guillemets, une égalité internationale sont séniles, Jocelyn Goss, sont vieilles et ne savent même plus de quoi est-ce qu'on parle. Les vrais changements politiques où les choses se décident, l'ONU n'a aucune juridiction, il n'y a pas de loi pour encadrer ça. Tout à l'heure, je vous ai cité ça. Oui. C'est ce que nous montre ce qu'on appelle le régime des sanctions internationales, qui est un nouveau droit international, qui est une nouvelle ONU, mais dans lequel siègent les États-Unis. Et les 13 familles. Les 13 familles, les États-Unis et leurs vassaux européens.
C'est ce qu'ils appellent communauté internationale. Merci à vous, président Badakani, d'avoir été des nôtres cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok. Et vous n'avez qu'à partager, à liker également. Dans les jours à venir, nous serons justement dans les ménages. Si Dieu le veut bien, passez une bonne journée et à très bientôt.